La supériorité morale ne suffit pas. C'est ce qu'ils pensaient il y a 70 ans lorsqu'ils se sont réunis à Bandung, qu'ils étaient une force morale et que cette force morale changerait l'attitude des anciens empires. Ce ne fut pas le cas. Ce que ces pays doivent faire, c'est donc développer des relations avec d'autres puissances, aussi bien des grandes puissances comme la Chine et la Russie que des puissances régionales, afin de se donner un peu plus de marge de manœuvre. C'est pourquoi je suis d'accord pour dire que l'approche qu'ils devraient adopter est d'être aussi neutre que possible. Neutre dans le sens où ils construisent des relations avec le plus de pays possible, afin de ne pas laisser un seul pays, quel qu'il soit, les dominer. Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Et aujourd'hui, je m'entretiens à nouveau avec Évariste Bartolo, ancien ministre des Affaires étrangères de Malte. Aujourd'hui, nous souhaitons faire le point sur l'actualité de la politique étrangère européenne et nous voulons également parler en particulier d'Enrico Mattei, un entrepreneur italien, et de sa vision d'une manière, disons, plus humaniste de faire des affaires internationales et de la façon de redonner aux pays leur souveraineté sur les ressources. Évariste, bienvenue à nouveau. Évariste, welcome back. Merci beaucoup pour cette occasion de parler d'une grande personnalité, Enrico Mattei, né en 1905 et mort en 1962. On ne sait toujours pas comment il a été tué. S'agissait-il d'un accident d'avion ou d'une explosion? Il y a beaucoup de ces coïncidences étranges où des hommes d'État européens importants qui essaient de promouvoir une vision alternative de la politique mondiale meurent dans des accidents d'avion ou dans des circonstances mystérieuses, comme Olof Palme. Mais Enrico Mattei fait partie des personnes qu'il faut inclure dans cette liste. Pourrions-nous peut-être commencer par sa vie? Pourriez-vous expliquer un peu qui il était et pourquoi il est important? Donnez un peu de contexte historique. Il est né en Italie en 1905. Il a fini par connaître le fascisme. Ce qui l'a vraiment transformé, c'est la résistance contre le fascisme. Au début, lorsqu'il a rejoint le mouvement partisan, il y avait beaucoup de méfiance à son égard. Allait-il lui faire confiance? Était-il un infiltré? Parce qu'il devait collaborer avec des communistes. Une chose qu'Enrico Mattei a apprise dans sa vie, c'est de ne jamais avoir de préjugés idéologiques sur les personnes avec qui travailler. Donc, il était démocrate chrétien. Donc, dans une certaine mesure, pour simplifier, c'est le centre droit, mais pas dans la tradition conservatrice de l'Angleterre, par exemple. Non, il a été fortement influencé par Rerum Novarum, l'enseignement de l'Église catholique, qui parle aussi de solidarité et de justice sociale. Enrico Mattei a gagné la confiance des communistes pour collaborer avec eux pendant le soulèvement partisan contre Mussolini. Ensuite, le premier gouvernement italien lui a confié la mission de reprendre l'industrie pétrochimique que Mussolini avait mise en place et en fait de la démanteler et de la privatiser. Mattei s'y est opposé. Il a dit non. C'est quelque chose de très important. Faisons-en une entreprise prospère. Il a donc commencé à la gérer de manière à donner, avant tout, la souveraineté à l'Italie, afin que l'Italie ait la souveraineté sur ses propres ressources et sur la façon dont elle allait obtenir son pétrole et son gaz. Parce qu'il avait compris que l'Italie était sortie du fascisme, mais se trouvait désormais confronté à un nouveau grand problème, qu'il percevait comme tel. Les États-Unis, sortis victorieux de la Seconde Guerre mondiale, prenaient le contrôle de l'Europe occidentale et construisaient leur nouvel empire sur deux niveaux. Les pays d'Europe occidentale, qui devenaient des quasi-colonies des États-Unis, et les anciennes colonies britanniques, françaises et néerlandaises dans le reste du monde.
Il a donc désobéi à l'ordre de démanteler et de privatiser l'industrie pétrochimique et a en fait commencé à en faire une grande entreprise. Une fois qu'il a commencé à faire cela, il s'est heurté à ce qu'on appelait à l'époque les 7 sœurs. On parle ici de sociétés comme BP, British Petroleum, Esso et la société néerlandaise Shell, qui étaient toutes devenues extrêmement puissantes. Et c'est pour cela qu'on les appelait les 7 sœurs. Il s'agissait en réalité de 7 compagnies multinationales qui dominaient l'Europe. Toutes les ressources pétrolières et gazières des anciennes colonies. Donc, nous passions politiquement. Les colonies devenaient souveraines, mais souveraines entre guillemets. Elles se mirent à jouer leur hymne national. Elles avaient leur chef d'État, leur chef de gouvernement, leur propre drapeau, mais la décolonisation s'arrêtait là, car en réalité, leurs relations économiques et leurs ressources continuaient d'être gérées, contrôlées et exploitées par les anciens empires, par les entreprises des anciens empires. Enrico Mattei a brisé cette logique. Il est allé en Afrique du Nord, il est allé en Iran, et il a commencé à leur dire « ces ressources sont les vôtres ». C'est à vous de les gérer, et c'est à vous d'en tirer le maximum de bénéfices, afin de pouvoir construire un système éducatif, un système de santé, une infrastructure qui vous rende indépendant. Une conversation très intéressante avec les autorités tunisiennes, par exemple, a été la suivante. Écoutez maintenant, si vous voulez être souverain, vous devez avoir le courage d'être libre. Car pour être libre, il faut du courage. Vous ne pouvez pas simplement suivre le courant créé par les nouvelles grandes puissances. Vous devez être souverain et vous devez aller à l'encontre des souhaits de ceux qui veulent encore vous contrôler. J'ai appris cela, que nous devons le faire en Italie, car en Italie, nous avons conquis notre liberté face au fascisme. Mais aujourd'hui, avec la guerre froide et les blocs, l'OTAN d'un côté, dominé par les États-Unis, et le pacte de Varsovie, dominé par l'Union soviétique, nous sommes entrés dans une nouvelle forme de colonialisme et une nouvelle forme de souveraineté limitée. Si nous faisons partie d'un bloc, notre marge de manœuvre est très étroite. En fin de compte, nous ne pouvons pas franchir une frontière, car si nous sommes du côté occidental, nous serons surveillés et contrôlés par les États-Unis. Si vous êtes du côté oriental, vous serez contrôlé par l'Union soviétique. En fait, il existe des études très intéressantes qui montrent que pendant très longtemps, les deux alliances n'ont pas servi à s'affronter, mais en réalité, à contrôler leurs membres de différentes manières. En Italie, les États-Unis les contrôlaient politiquement. Ainsi, par exemple, si Mattei se rendait en Iran, et il est très intéressant de noter qu'aujourd'hui, si nous entrions dans le siège central de la Compagnie nationale iranienne de pétrole, nous y trouverions un grand portrait d'Enrico Mattei accroché au mur. Si nous allons en Algérie, nous trouverons un vaste jardin portant le nom d'Enrico Mattei. Mais ce n'est pas quelque chose qui s'est produit dans les années 50 ou 60. En réalité, il y a 2 ou 3 ans, une délégation italienne s'est rendue sur place et ils ont alors inauguré le jardin. Pourquoi est-ce que je dis cela? Pour montrer qu'Enrico Mattei reste très pertinent, qu'il est toujours perçu comme tel, et aussi comme une voie alternative pour l'Europe afin d'entretenir des relations avec ses anciennes colonies. Ainsi, même dans les années 50 et 60, il y avait des personnes visionnaires et dynamiques, comme Enrico Mattei, qui comprenaient qu'il était non seulement possible de construire une relation alternative, une relation plus égalitaire et coopérative avec le Sud global, mais qu'en réalité, c'était aussi dans l'intérêt des pays européens de le faire. Il pensait que la manière d'obtenir plus de souveraineté et de poids
dans la prise de décision en Italie passait aussi par ce type de relations avec des pays comme la Tunisie, l'Algérie, la Libye, l'Iran et finalement aussi avec l'Union soviétique et la Chine. Les États-Unis n'appréciaient pas cela. Ils l'ont accusé d'être communiste, alors qu'il était tout sauf communiste. Ce qu'était Enrico Mattei. Je pense qu'il a pris à cœur quelque chose que Jésus-Christ a dit à ses apôtres lorsqu'il les a envoyés en mission. Il leur a dit, « Vous devez être purs comme des colombes, mais aussi prudents comme des serpents. » Et il était les deux. Il avait de bonnes intentions, mais il savait aussi agir avec habileté dans un monde difficile. Alors, comment a-t-il fait cela? Parce qu'il n'occupait pas de fonction publique, n'est-ce pas? Il était purement et simplement un homme d'affaires. Et il avait des idées sur la manière de mettre cette affaire des ressources au service de ses anciennes colonies, mais aussi au service de l'Europe, qui devrait s'émanciper de cette politique de bloc. Et nous avons eu plusieurs hommes politiques célèbres qui suivaient cette voie en Europe. Encore une fois, nous avons eu Olof Palme en Suède, Urho Kekkonen en Finlande, et Kekkonen, bien sûr, s'éloignant des Soviétiques avec cette politique de neutralité. Nous avons eu Bruno Kreisky et les Autrichiens. Et maintenant, l'Italie était bien sûr membre de l'OTAN, mais il y avait des gens en Italie, comme Mattei, qui pensaient qu'il devrait y avoir d'autres voies. Alors, en tant qu'homme d'affaires, comment s'y est-il pris? Il était différent parce que dans son cas, il était un homme d'affaires qui travaillait pour une entreprise d'État. C'est important, c'est de là que venait son pouvoir politique. Il n'était pas le PDG, le président ou le dirigeant d'une entreprise privée. C'était en réalité une entreprise d'État parce qu'il avait refusé de la privatiser. Il disait que l'Italie en avait besoin. L'Italie en avait besoin pour pouvoir se développer. Et il en était capable. Comme je l'ai dit, c'était un opérateur très habile. Il a commencé à remporter de nombreux contrats dans ces pays parce que ces pays se sont rendus compte qu'il était plus logique, premièrement, d'avoir un contrat qui leur donnait 75% des bénéfices et non 50% des bénéfices, comme le faisaient les entreprises britanniques, américaines, néerlandaises et françaises. Deuxièmement, Mattei a établi une relation très égalitaire avec eux, dans le sens où il ne voulait pas seulement prendre leur pétrole et leur gaz, ni seulement leur donner une plus grande part de leur richesse, mais il était aussi prêt à transférer des connaissances. Il a donc organisé un collège en Italie où des personnes de Tunisie, d'Algérie, d'Iran et de tous les autres pays pouvaient envoyer leurs jeunes pour apprendre des compétences en gestion et des compétences techniques afin de pouvoir gérer leur secteur pétrochimique. Cela était totalement différent de ce que faisaient les entreprises britanniques, américaines, françaises et néerlandaises. En fait, les États-Unis se sont montrés très inquiets et ont dit au Premier ministre italien « Arrêtez Mattei, parce que ce qui fait, nous ne sommes pas inquiets pour votre entreprise pétrochimique. Vous savez, c'est pas ça qui nous inquiète. » Mais ce qui nous inquiète, c'est ce que cela provoque dans ces pays, car cela offre une alternative, et cela menace la domination occidentale dans ces pays. Or, ce discours se tenait alors que très noblement, tout le monde affirmait dans ces pays être d'accord pour la décolonisation, que tous les pays, quelle que soit leur taille, devaient être libres. Mais au moment décisif, ils ne voulaient pas perdre le contrôle de ces ressources. Et juste un instant, la partie la plus célèbre du néocolonialisme est bien sûr le piège de la dette, n'est-ce pas? Accorder à ces pays des prêts libellés en dollars américains par le biais du FMI, de la Banque mondiale ou autres, qu'ils ne pourront jamais vraiment rembourser, puis imposer des programmes d'ajustement structurel et autres mesures similaires, tout en gardant certains de leurs secteurs clés sous contrôle occidental. Industries under Western control. Now, the petrochemical
Aujourd'hui, l'industrie pétrochimique est l'un des piliers essentiels de cette dynamique. Pouvez-vous expliquer rapidement pourquoi le secteur pétrochimique est si important, au-delà de la simple valeur du pétrole lui-même? Il joue aussi un rôle crucial en aval, n'est-ce pas? D'ailleurs, toutes les anciennes colonies qui ont réussi possédaient leur propre industrie pétrochimique, même en Asie du Sud-Est, comme Singapour. Elles ont toutes dû développer ce secteur. Pour cela, Eh bien, c'est évidemment stratégique, parce que c'est une ressource dont l'économie a besoin pour avancer. C'est pourquoi elle est devenue en quelque sorte le nouveau flux vital des économies modernes. Et c'est aussi pour cela que les anciens empires voulaient, d'une manière ou d'une autre, contrôler ces ressources. Et pourquoi, si vous vouliez vraiment décoloniser votre pays, il fallait aussi décoloniser les relations structurelles, la manière dont vos ressources étaient utilisées, et comment les entreprises, et évidemment les grandes puissances soutenant ces sept sœurs, voulaient les contrôler. C'est pourquoi ce qu'a fait Enrico Mattei reste très pertinent. Parce que même le piège de la dette que vous avez mentionné, et même si l'on regarde aujourd'hui la relation, prenons simplement un continent par exemple, la relation entre l'Europe et l'Afrique. Le montant des flux financiers illicites sortant d'Afrique, en termes d'évasion fiscale, de corruption et d'accords très déséquilibrés au détriment de ces pays, ces flux illicites sont en réalité supérieurs aux investissements directs étrangers qui entrent en Afrique. Et bien plus important que l'aide qui très généreusement, entre guillemets, afflue vers l'Afrique. En même temps, ces pays sont ensuite accusés d'être corrompus, d'avoir une mauvaise gouvernance. On leur reproche la relation très déséquilibrée entre l'Occident et eux-mêmes. C'est pourquoi Mattei reste très pertinent, et c'est aussi pour cela, à mon avis, qu'il était considéré comme très gênant et qu'il fallait l'écarter, surtout lorsqu'il a également conclu des accords avec l'Union soviétique et avec la Chine, non seulement pour acheter, mais dans le cas de l'Union soviétique, pour obtenir du pétrole et du gaz de là-bas. Et les Américains disaient, « Pourquoi allons-nous chercher du pétrole et du gaz là-bas » Ils répondaient, « Eh bien, ce qu'ils nous proposent est bien moins cher que ce que vous nous proposez. C'est pour cela que nous voulons aller vers eux. » Ainsi, en achetant du pétrole et du gaz soviétique, il inquiétait aussi beaucoup les États-Unis, car son approche a contribué à la création de l'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, qui, pour la première fois, a commencé à contrôler un peu plus leur poids sur le marché. Encore une fois, la relation avec l'Union soviétique n'était pas simplement « achetons du pétrole et du gaz chez vous », mais aussi « investissons dans votre industrie sidérurgique pour avoir, à l'époque, des pipelines reliant l'Oural à l'Allemagne de l'Est. » En ce qui concerne la Chine, il était également prêt à transférer des technologies. Et lorsque les États-Unis disaient « Oh, mais c'est terrible, pourquoi travaillez-vous avec la Chine et l'Union soviétique ?» Il répondait « Eh bien, en Afrique, si nous avons une bonne présence, cela aide à repousser l'influence soviétique sur le continent. Donc au final, si nous sommes sages et stratégiques, ce sera dans notre intérêt d'agir ainsi. » Avec la Chine, disait-il, cela les aide encore une fois à s'éloigner de la domination soviétique. Il avait donc une manière très habile d'opérer, très sûr de lui et très déterminé, parce qu'il subissait des intimidations à ce niveau-là. Par exemple, il y a un épisode où il se trouve en Tunisie, et une entreprise française l'aborde en disant « Non, non, vous n'allez pas construire de raffinerie ici. Nous avons besoin des raffineries en France, afin que la Tunisie et les autres pays restent uniquement des exportateurs de matières premières. Ils ne raffinent pas le pétrole, ils n'en tirent pas différents produits. C'est pour les maintenir totalement dépendants. D'ailleurs, structurellement, c'est toujours le cas. Si vous regardez ce que l'Europe importe d'Afrique
et ce qu'elle exporte vers l'Afrique, l'Europe ne s'intéresse qu'à l'importation de matières premières. Donc, ils veulent importer des grains de café, mais ils ne veulent pas que ces pays africains développent leur propre industrie du café, transforment les grains et les vendent à l'Europe. Dans ce cas, ils seraient confrontés à des droits de douane et au protectionnisme. Et en même temps, ils veulent que ces pays créent des emplois pour les jeunes afin qu'ils ne migrent pas vers l'Europe. C'est donc vraiment très très contradictoire. Mais comme je l'ai dit, Maté était un négociateur habile. Il a résisté. Ce responsable français lui avait dit « Non, non, c'est nous qui construirons la raffinerie, pas vous. » Et Maté a répondu « Mais pouvons-nous au moins être un tiers ?» Et ils ont dit « Non, 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 c'est nous qui le ferons. Allez-vous-en, en quelque sorte. » Et Maté se tourne vers son jeune assistant et lui dit « Apprends ce qu'est l'arrogance des puissants, parce qu'ils croient encore qu'ils sont puissants et qu'ils obtiendront toujours ce qu'ils veulent. » Mais il a réussi, grâce aux conditions qu'il a proposées à ces pays, à obtenir de nombreux contrats et à construire un réseau très solide. Il a aidé ces pays à avoir confiance en eux pour devenir plus souverains dans la gestion de leurs propres ressources. Il leur a également suggéré de commencer à créer un fonds souverain. Pourquoi la richesse de ces pays devrait-elle être transférée vers le Nord pour y devenir des fonds souverains, alors qu'en même temps, ces pays restent pauvres en capital nécessaire pour développer leurs infrastructures, leurs systèmes de santé, leurs systèmes éducatifs, et dans le cas présent, pour développer leur système Internet. Donc je le répète, je n'arrête pas de le répéter. Ce que Maté a fait était très pertinent et l'est toujours aujourd'hui. C'est pourquoi il avait beaucoup d'ennemis qui voulaient se débarrasser de lui. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que posséder des matières premières ne suffit absolument pas, n'est-ce pas? Et l'économie moderne, comme l'économie néoclassique et de nombreux penseurs économiques, ont en fait inventé un terme pour désigner le phénomène où des endroits riches en ressources se retrouvent très pauvres. Et ils appellent cela la malédiction des ressources. Comme si c'était, vous savez, quelque chose que Dieu vous inflige. Mais la malédiction des ressources est très simple. Il s'agit de mécanismes d'exploitation. Et il ne s'agit pas seulement d'extraire les ressources du sol, de les piller et de les emporter. Il s'agit aussi d'entraver et d'empêcher le développement de la production locale, n'est-ce pas? Parce que cela vous permettrait de monter dans la chaîne de valeur. Vous obtiendriez alors certainement des marges bénéficiaires plus élevées, car vous seriez non seulement celui qui vend le pétrole brut, mais aussi les produits pétroliers, n'est-ce pas? Et tout ce que vous faites en aval. Donc, avez-vous quelques exemples où l'Europe a activement empêché d'anciennes colonies de développer de telles industries? Et avec quel type de discours économique l'ont-ils fait? S'agissait-il uniquement du libéralisme néoconservateur ou bien du néolibéralisme, la théorie néolibérale des marchés ouverts, ou y avait-il aussi d'autres facteurs? Certainement pas des marchés ouverts. Et surtout, si l'on regarde simplement aujourd'hui la relation entre l'Union européenne et l'Afrique, l'Union européenne traite avec les pays africains individuellement, mais elle ne traite pas avec l'Union africaine dans son ensemble. Ceci est important, car en agissant ainsi, cela les maintient fragmentés et les monte les uns contre les autres. Imaginez si l'Union européenne avait la sagesse et la vision stratégique de collaborer avec l'Union africaine et de développer la zone de libre-échange continentale africaine, que l'Union africaine souhaite créer afin d'accroître le pouvoir de négociation des pays africains face au reste du monde, pour qu'ils ne négocient pas en tant que pays individuels, mais en tant que continent. Or,
L'Union européenne contourne l'Union africaine, sauf lors de réunions politiques symboliques. Mais lorsqu'il s'agit de décider quels produits sont autorisés à entrer en Europe et quels droits de douane leur sont appliqués, elle ne traite qu'avec des pays individuellement, les maintenant ainsi très faibles, au lieu d'encourager une approche continentale du libre-échange avec le continent africain. Structurellement, plus de 60% des produits que l'Union européenne importe d'Afrique sont des produits primaires, principalement de l'énergie et de l'alimentation, tandis qu'elle exporte vers l'Afrique des biens manufacturés, de la technologie et des services. Ce n'est certainement pas le modèle Maté. Ce n'est pas une relation de coopération où l'on transfère également des ressources, où l'on transmet du savoir-faire, où l'on permet à son pays d'importer des produits fabriqués en Afrique. À cause de cette approche, l'Europe est en train de perdre du terrain face à la Chine en Afrique, mais aussi face à la Russie, à la Turquie, aux Émirats, car ces pays ont construit une relation différente avec ces États. Ce n'est donc pas la première fois que je rencontre des Africains qui me disent « Écoutez, quoi que vous fassiez », et j'essaie de leur expliquer « S'il vous plaît, d'accord, je viens de cette partie du monde, même si je me considère comme ayant une identité multiple, européenne, méditerranéenne et africaine, car en réalité, c'est ce qu'est la région. Et nous n'avons jamais eu de colonie. Mais je peux comprendre que vous me mettiez dans le même panier que les anciens empires à cause de l'Union européenne. Et ils me répondent, vous nous devez tellement en tant qu'Européens que tout ce que vous nous donnez, nous avons l'impression que vous ne faites que payer vos dettes. Les autres pays qui viennent ici n'ont pas ce passé colonial et ils ont essayé à leur manière. Évidemment aussi dans leur propre intérêt, il faut être très clair là-dessus, mais au moins ils entretiennent une relation différente avec nous. Vous savez, ce n'est pas la continuation du colonialisme par d'autres moyens. Malheureusement, cela continue. Même si vous regardez aujourd'hui, Pascal, le Global Gateway, que l'Union européenne a conçu comme une réponse à l'initiative La Ceinture et la Route, la nouvelle route de la soie développée par la Chine. Dans la relation du Global Gateway avec l'Afrique, il y a évidemment une unité qui s'occupe de la relation entre l'Union européenne et l'Afrique. Mais il n'y a aucun Africain dans cette unité. Donc, il s'agit toujours de ce que nous voulons obtenir de vous, de ce que nous voulons que vous fassiez pour nous. Et non pas « asseyons-nous ensemble et voyons ce que nous pouvons faire ensemble ». C'était le modèle coopératif de Maté. Asseyons-nous ensemble et voyons ce que nous pouvons faire pour notre bénéfice mutuel. Vous voyez, il ne s'agit pas de changer une relation de supériorité envers vous. Je ne veux pas devenir inférieur à vous. Non, devenons des partenaires égaux. Mais l'Union européenne trouve cela encore très difficile à faire. Et elle en a besoin, surtout à une époque où l'Occident est en déclin. Il est important pour l'Union européenne, avec une bonne dose d'humilité et d'empathie, de construire une relation différente avec le reste du monde. C'est dans son intérêt, au lieu d'essayer de raviver et d'étendre la nostalgie impériale. Évidemment, ils n'appellent pas ça de la nostalgie impériale, mais c'est ce que c'est. C'est vraiment dommage que cet état d'esprit soit encore présent. Vraiment dommage. Comment pourrions-nous inverser la tendance? Je veux dire, les leçons de Maté sont d'une certaine manière des leçons étranges parce qu'elles portent sur ce que les personnes issues d'un ancien État colonisateur devraient faire pour contribuer au monde. Malheureusement, il n'y a que quelques Matés dans le monde, et beaucoup de gens comme Klaus Schwab, etc. Vous savez, ceux qui essaient de vider le monde et de l'assécher, n'est-ce pas? Mais si l'Afrique et d'autres anciennes colonies veulent non seulement défendre leurs intérêts, mais aussi se développer, quelles sont les leçons à tirer de Maté? Par exemple, pourquoi ne pas inclure le transfert de connaissances dans ces contrats?
Ainsi, vous devez nous former. Comme le Ghana. Si le Ghana vend toutes ses fèves de cacao à la Suisse, alors la Suisse devrait en fait accueillir quelques Ghanéens chaque année, leur montrer les usines et leur apprendre comment elles fonctionnent, afin que le Ghana puisse commencer à produire son propre chocolat, n'est-ce pas? Au lieu de simplement exporter les fèves. Est-ce que ce serait une solution? Oui, bien sûr. Non, Pascal. Cela a beaucoup de sens. Et en fait, cela montre que c'est possible. Donc, pour revenir à ce que vous disiez auparavant, la géographie et la géologie sont très importantes. Les ressources naturelles sont très importantes. La nourriture que vous produisez est très importante. Les ressources dont vous disposez sont très importantes. Mais ensuite, tant du côté des anciens empires, dans ce cas, disons l'Europe, l'Union européenne, que du côté des pays africains, si l'on parle des pays africains, mais on pourrait tout aussi bien parler de l'Amérique latine ou de l'Asie. Il est important qu'ils aient aussi la confiance en eux nécessaire pour se défendre. Cette relation ne peut pas se limiter à être simplement bienveillant envers les autres. Ils doivent réellement apprendre à se défendre eux-mêmes. Et ils apprennent à se défendre eux-mêmes. Et nous en savons beaucoup sur ceux qui ont commencé à se défendre eux-mêmes. Malheureusement, après l'indépendance, un grand nombre de ces dirigeants en Europe, en Afrique, en Amérique latine et en Asie ont été assassinés. Voilà donc la grande contradiction historique de la proclamation des nobles objectifs de la décolonisation, la liberté, la souveraineté pour nos pays. Mais dès que leurs dirigeants ont commencé à se comporter en véritables souverains et à dire « Écoutez, c'est cela qui est bon pour notre pays », ils ont commencé à être écartés. Je suis donc tout à fait d'accord avec vous. Si nous voulons construire une relation plus égalitaire et coopérative, cela doit se faire au niveau de la relation entre l'Union européenne et l'Union africaine. Nous prenons l'Afrique comme exemple, mais nous pourrions tout aussi bien parler de l'Amérique latine ou de l'Asie. Mais alors, même à l'échelle micro, il faut assurer ce transfert de connaissances pour pouvoir construire un monde plus coopératif, car cela ne peut pas reposer uniquement sur des sentiments ou des vœux pieux. Il faut réellement travailler pour que cela advienne, avec un savoir-faire technique, mais aussi avec les valeurs de justice sociale. Et c'est quelque chose que Mattei a compris. Mattei a compris qu'être libéré du fascisme ne suffit pas si la société reste injuste. Il a donc appris qu'il fallait associer liberté, justice sociale, solidarité et souveraineté, afin que lorsqu'on fait face à des pays plus puissants que soi, on puisse aussi se défendre. Et la manière de se défendre n'est pas simplement d'avoir confiance en soi et de traiter avec ces grandes puissances, mais d'entretenir le plus de relations possibles avec différents pays. Cela va à l'encontre de la logique des blocs. Et c'est pourquoi, à cette époque, le département d'État était très alarmé par Mattei et disait « il est neutraliste, c'est très dangereux ». Vous savez, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas l'accuser d'être un agent de l'Union soviétique ou de la Chine, mais ils étaient très inquiets du fait qu'il voulait établir autant de liens que possible avec autant de pays différents, afin qu'aucun pays ne vous domine. C'est l'avantage d'un monde multipolaire, où vous n'êtes pas contrôlé par une seule capitale, vous voyez. Et je pense que c'est le carrefour où nous nous trouvons. Oui. Et peut-être que nous devons en discuter un peu, car il existe une étrange compatibilité entre le capitalisme et l'hégémonie, puisque ce sont deux structures qui mènent naturellement vers des monopoles. Je pense que l'idée de monopole est vraiment importante pour l'hégémonie économique sur un territoire, n'est-ce pas? D'abord, vous êtes le seul à posséder les ressources. Ensuite, vous fixez les prix, vous éliminez toute concurrence et vous imposez les conditions de l'accord. Tout cela fonctionne ensemble dans un monde unipolaire, n'est-ce pas? Alors que si l'on parle maintenant d'un monde multipolaire,
Comment, disons, les pays africains, quelle serait la manière la plus rapide et la plus intelligente pour eux de retrouver leur souveraineté sur les ressources? Et il ne s'agit pas seulement de ce qui se trouve sous terre, mais aussi des personnes et des connaissances qu'elles possèdent pour pouvoir l'utiliser. Que recommanderiez-vous? Eh bien, nous pouvons examiner les documents publiés par l'Union africaine, les stratégies pour reprendre le contrôle de ces ressources. Il y a des pays qui le font déjà. Si vous regardez aussi ce qui se passe au Burkina Faso, la façon dont c'est rapporté dans les médias occidentaux, c'est qu'il y a un coup d'État. L'autre version de l'histoire, c'est que le pays a expulsé les Français. Oui, il a fait appel à la Russie, car on ne peut pas laisser un vide. Mais en même temps, il représente Thorceres. Je pense donc que ce qui est important, c'est d'abord de parler, de penser et d'agir différemment envers ces pays. Parce que nous avons encore, je pense que même ceux d'entre nous qui leur veulent du bien, nous avons encore tendance à considérer les Africains comme des victimes, vous voyez? Non, non. Nous devons aussi changer notre attitude à leur égard. Quand on rencontre beaucoup de jeunes Africains, ils savent ce qu'ils doivent faire, comment construire leur pays et comment travailler ensemble. Nous devrions nous allier à eux et les écouter. Nous devrions apprendre à les écouter et à les connaître selon leurs propres termes, pas simplement selon les nôtres. Ce n'est pas facile, mais il faut le faire. Nous devrions. Mais le problème, selon moi, c'est que la plupart des Européens sont tout simplement inconscients. Ils ne sont au courant de rien de tout cela. Alors, comment faire? Je veux dire, il y a toute cette jeunesse africaine et cette intelligentsia africaine qui sont parfaitement conscientes des structures et des mécanismes d'exploitation, alors que les Européens ne le sont pas. Et puis, quand ils essayent d'en discuter avec eux, c'est comme si vous étiez sur des plans différents, n'est-ce pas? Alors, quelle est la meilleure stratégie pour que les Africains, les Asiatiques du Sud-Est et les Sud-Américains puissent réellement dialoguer avec des personnes qui ne sont pas conscientes de ces structures? Et vous savez, les Suisses sont le meilleur exemple. Les Suisses se considèrent comme, vous savez, nous n'avons jamais eu de colonie. Donc, nous sommes exempts du passé colonial. Ils ignorent totalement qu'ils sont intégrés dans l'ensemble du système européen, bien sûr. Comment communiquez-vous avec ces personnes? Comme vous le dites, nous devons montrer le lien qui existe entre le capitalisme international et la perpétuation du colonialisme ainsi que de l'hégémonie occidentale, même si celle-ci est aujourd'hui sérieusement remise en cause et menacée. De nouveaux mouvements émergent à travers les pays et les continents, comme ce fut le cas avec Bandung, comme avec le mouvement des non-alignés, et aujourd'hui comme avec les BRICS. Nous devons collaborer avec ces pays. Cela ne signifie pas qu'ils sont des forces du bien, ou qu'ils sont exempts de problèmes, ou qu'ils sont parfaits. Non, pas du tout. Nous vivons dans un monde très imparfait. Mais on ne peut pas avoir de souveraineté sans liberté nationale et sans un système économique juste. On ne peut pas simplement dire « gardons les relations économiques structurelles que nous avons, qui sont dominées par l'Occident, et en même temps avoir la souveraineté politique. » Car dans cette situation, la réalité économique finit par l'emporter. Il faut donc transformer à la fois le système politique et le système économique. Ils sont indissociables. Et c'est pourquoi je crois toujours que la Charte des Nations Unies, qui parle de travailler pour un monde libéré de la peur et du besoin, reste très pertinente. Parce que nous avons tendance à célébrer les pays qui ont sorti des millions de personnes de la pauvreté. Et c'est une bonne chose. Il est important
de nourrir des millions de personnes. Mais en même temps, il est important de libérer ces millions. Il s'agit donc de la liberté face à la peur, ce qui signifie qu'il faut être libre et qu'il faut être nourri. Il ne suffit pas d'être nourri sans être libre, ou d'être libre sans être nourri. C'est pourquoi il est toujours essentiel de combiner une idée de la démocratie qui rassemble à la fois la politique et l'économie. Parce que même en Occident, nous avons trouvé très commode de dire non, nous sommes démocratiques. Tous les 4 ou 5 ans, vous pouvez voter. Mais ensuite, quand on regarde la répartition des richesses, l'accessibilité au logement, le système de santé, l'éducation, les services sociaux, et surtout aujourd'hui avec ces décisions à courte vue et suicidaires de passer d'un état-providence à un état de guerre, au lieu d'investir dans les infrastructures, dans les êtres humains, la santé, l'éducation et les services sociaux, on préfère investir dans l'armement, parce que cela serait un raccourci pour relancer nos économies, ce qui n'a même pas de sens sur le plan économique. Il n'est même pas nécessaire d'être pacifiste pour défendre ce point de vue. Il n'est pas logique sur le plan économique que tout à coup, l'Europe relance son économie en produisant des chars d'assaut plutôt que des voitures. Je veux dire, c'est une folie totale qu'au moment même où les pays de l'OTAN disent « D'accord, augmentons notre objectif de dépenses de 2% à 5%. » Tous ces pays parlent aussi de réduire l'État-providence, non? Parce que vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent. Mais c'est une spirale de mort. Mais le danger, bien sûr, c'est que cela conduise à la mort à l'extérieur, non? Que l'Europe utilise à nouveau cette force létale qu'elle est en train de créer contre l'Afrique, contre le Moyen-Orient, ce qu'elle fait déjà, non? Je veux dire, le chaos qui a été créé, y compris en Libye, bien sûr, y compris en Syrie, et tout autour d'Israël, en gros, tout ce qui brûle et est en flammes, est un projet euro-atlantique. Comment les autres parties du monde se défendent-elles contre cela? Je veux dire, même l'Iran est menacé d'être, vous savez, réduit en cendres, même si le dernier mot n'a pas encore été dit. Mais c'est une tendance très violente, et c'est une tendance coloniale, violente, qui va probablement s'accentuer avec la multipolarité, parce que le monde euro-atlantique se sent désormais réellement menacé. Et je pense que cela vient de là, de cette vision selon laquelle le monde leur échappe. Les règles ne sont plus les mêmes qu'avant. L'ordre fondé sur des règles est en train de changer. Eh bien, je pense que le Sud a compris que se croire simplement du bon côté de l'histoire, après avoir tant souffert pendant des siècles, et posséder les arguments moraux, la supériorité morale, ne suffit pas. C'est ce qu'ils pensaient il y a 70 ans lorsqu'ils se sont réunis à Bandung, qu'ils étaient une force morale et que cette force morale changerait l'attitude des anciens empires. Ce ne fut pas le cas. Ce que ces pays doivent donc faire, c'est développer des relations avec d'autres puissances, à la fois des grandes puissances comme la Chine et la Russie, et des puissances régionales, afin de se donner un peu plus de marge de manœuvre. C'est pourquoi je suis d'accord pour dire que l'approche qu'ils devraient adopter est d'être aussi neutre que possible. Neutre dans le sens où ils construisent des relations avec le plus de pays possible, afin de ne pas laisser un seul pays, quel qu'il soit, les dominer. Or, c'est précisément ce que l'Occident hégémonique, ne veut pas. J'étais récemment à Trinité, en discussion avec l'ancien Premier ministre, et il m'a dit « Pour nous, il est tout à fait logique de développer nos champs pétrolifères et gaziers entre Trinité et Tobago et le Venezuela, de les développer ensemble avec le Venezuela. Mais les États-Unis nous disent « Non, 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 ne travaillez pas avec le Venezuela », sans se soucier de l'impact que cela aura
sur la qualité de vie, sur le niveau de vie du peuple trinidadien. Il est donc très important pour ces pays d'avoir la confiance nécessaire pour développer des relations, même s'ils sont considérés comme faisant partie de la sphère d'influence d'une grande puissance, mais en même temps de prendre leur indépendance et d'entretenir de bonnes relations avec d'autres pays. Par exemple, l'Équateur parvient à le faire. Et j'ai demandé à l'ancien ministre des Affaires étrangères, Gallegos, comment il avait réussi cela. Il m'a répondu, « Eh bien, nous disons aux États-Unis que si nous n'avons pas de bonnes relations avec la Chine, qui investit chez nous et aide à développer notre économie, vous aurez davantage de barons de la cocaïne opérant en Équateur. Et votre problème de cocaïne va s'aggraver. Parce que si nous n'avons pas une économie viable, qu'est-ce qui la remplacera? La culture de la coca et le commerce de la coca. Il faut donc avoir ce genre de confiance en soi pour savoir se défendre. Dans ce cas, Pascal, la qualité du leadership est très importante. La relation entre les humains et la géographie, la qualité de ceux qui sont aux commandes, la vision, l'énergie, les compétences qu'ils possèdent et leur manière d'agir montrent que, même si en tant qu'individus, nous ne faisons pas entièrement notre histoire, les individus, la façon dont nous nous comportons, pensons et agissons font une grande différence. Mattei en est un exemple. C'était un individu qui repoussait les limites. Il a créé de nouvelles conditions qui n'existaient pas auparavant. En fait, après son assassinat en 1962, l'Italie est retombée dans une situation de quasi-colonie des États-Unis, même en ce qui concerne l'énergie et le pétrole, car les compagnies américaines ont recommencé à leur vendre le pétrole dont Mattei ne voulait pas devenir totalement dépendant, car il savait que cela entraînait une souveraineté très limitée, que d'autres pays vous contrôlent. Et la meilleure façon de ne pas être contrôlé, c'est d'avoir, je le répète, autant de relations différentes que possible avec de nombreux pays différents afin d'avoir une marge de manœuvre. La souveraineté signifie avoir une marge de manœuvre. Cela ne veut pas dire que l'on se coupe du reste du monde. Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi je crois qu'une politique de neutralité est aussi une politique de liberté. C'est aussi une politique de souveraineté, parce qu'elle vous donne une marge de manœuvre et d'action. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous. Je ne pourrais pas être plus d'accord. C'est précisément cela, la neutralité. Il s'agit de créer des options. Et si vous avez des options, il devient difficile de vous enfermer dans une voie ou une autre. Ce n'est pas impossible. Vous pourriez quand même toutes les perdre. Mais plus vous avez d'options sur la table, mieux c'est pour vous. Exactement. Votre souveraineté sera toujours limitée par les circonstances historiques, par la géographie, mais en même temps, essayez de ne pas la laisser trop limitée. Au contraire, cherchez à étendre et à réduire cette limite autant que possible. Elle ne disparaîtra jamais complètement, mais cela change la façon dont vous vous comportez et dont vous créez de la marge de manœuvre. Les États-Unis étaient préoccupés par l'Italie, qui développait d'excellentes relations avec la Méditerranée, avec les pays africains, avec l'Union soviétique et avec la Chine, car bien qu'elle appartienne à l'OTAN, sa politique étrangère, et cela ne concernait pas seulement Mattei. Il est important de le préciser. Mattei a pu agir ainsi parce qu'il bénéficiait d'un soutien politique, y compris de la part des démocrates chrétiens. Je ne parle pas ici des communistes, qui à cette époque entretenaient d'excellentes relations avec l'Union soviétique. Les démocrates chrétiens considéraient que pour eux, la souveraineté signifiait aussi entretenir le plus de relations possibles avec le plus de pays différents possible. En fait, j'affirmerais que l'Italie est un pays très intéressant, dans la mesure où militairement, elle faisait partie de l'OTAN, mais politiquement,
elle menait une politique de neutralité sans que cela porte ce nom. Et ce n'est pas un hasard si l'Italie soutenait beaucoup plus la neutralité, parce qu'à travers Malte, elle voyait ce qu'elle aurait aimé faire sans appartenir à l'OTAN. Elle avait des hommes politiques, comme Fanfani, Andreotti et Moro, tous démocrates chrétiens, qui savaient que la souveraineté signifie ne pas permettre à une grande puissance de vous dominer complètement, même si cette grande puissance est les États-Unis. Je me souviens de Giancarlo Pagetta. Giancarlo Pagetta était responsable de la politique étrangère du Parti communiste italien. Il était présent à l'époque où a eu lieu le fameux, les Italiens appellent cela lo strappo, c'est-à-dire la rupture avec Moscou, pour construire un nouveau mouvement communiste en Europe qui malheureusement s'est ensuite essoufflé. C'était l'eurocommunisme. Associer la démocratie, la justice sociale du communisme, mais avec le système politique de la démocratie libérale. Après le célèbre discours de Berlinguer à Moscou, disant « Écoutez, nous ne prendrons plus d'ordre de Moscou. Nous devons élaborer notre propre stratégie. » Andreotti, qui était alors responsable de la politique étrangère du gouvernement démocrate chrétien, est allé voir Giancarlo Pagetta et lui a dit « Maintenant, n'exagérez pas. Il est important que vous gardiez aussi de bonnes relations avec Moscou, car sinon, nous serons totalement vassaux des États-Unis. » Malheureusement, ce type de mentalité n'est pas présent aujourd'hui au sein de l'Union européenne. Non, mais parce que l'Union européenne a été mentalement vassalisée avec succès par les États-Unis, cela devrait servir de leçon, montrer ce qu'il ne faut pas faire pour tous les autres. Et je pense que cela est intuitif pour les Asiatiques du Sud-Est et de l'Est, les Africains et les Sud-Américains. Ce qui arrive à l'Union européenne est très instructif compte tenu de l'évolution de la situation. Mais il est important de souligner une chose. Les Euro-Américains, ce groupe atlantiste, n'ont pas la capacité de penser de manière multidimensionnelle. C'est pourquoi ils pensent toujours que si un autre pays là-bas n'est pas dépendant d'eux, il doit automatiquement être dépendant d'un autre. C'est de là que vient toute cette accusation de piège de la dette chinoise. Les Chinois essaient de vous contrôler parce qu'il est inconcevable pour les Euro-Américains d'imaginer qu'un pays comme le Ghana, le Nigeria ou même le Vietnam ou la Malaisie puisse entretenir simultanément des relations avec les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde, sans dépendre d'aucun d'eux. Les Euro-Américains pensent toujours que vous êtes soit dans leur camp, soit dans l'autre. Donc, c'est quelque chose qui ne leur vient vraiment pas à l'esprit. Ce qui est très triste, Pascal, c'est de lire, par exemple, des personnes comme Robert McNamara, qui après 30 ans a réfléchi à la tragédie du Vietnam et a dit que nous dirigions le pays. D'abord, nous nous arrogeons un droit divin de façonner d'autres pays à notre image, mais une image inférieure, c'est important, pas une image égale, et d'agir en policier, de leur dire quoi faire et comment se comporter. Mais en même temps, nous ne connaissons pas leur culture. Nous ne connaissons pas leur histoire. Nous ne connaissons pas leur géographie. Il a dit que parfois, nous étions dans le bureau ovale à prendre des décisions pour bombarder le Laos, bombarder le Vietnam, le Cambodge, sans vraiment savoir où ces pays se trouvaient sur l'Atlas, sans savoir où ils étaient sur la carte. Et imaginez, rien qu'en parlant de la guerre du Vietnam, cela signifie que vous avez tué 3 millions de Vietnamiens, que vous ne considérez pas comme des êtres humains. Donc, et ce qui est triste, c'est qu'à la fois aux États-Unis et en Europe, il y a des personnes qui ont de l'empathie et qui sont prêtes à traiter les autres comme des êtres humains. Mais malheureusement, elles ne sont pas à des postes de direction. Non, mais certains d'entre eux sont là, surtout dans le milieu des affaires. Je pense que si des parties souveraines
ou enclines à la souveraineté du monde, le Sud global, veulent bien faire les choses. Elles devraient essayer de trouver des personnes qui comprennent réellement leur position stratégique. Et sans attendre d'eux qu'ils aident automatiquement, il suffit de dire « Écoutez, nous diversifions. Donc commercer avec vous et avec d'autres ne veut pas dire que je ne vous apprécie pas. Cela signifie simplement que vous faites partie des relations que je souhaite entretenir. » Mais ce qui m'inquiète, Pascal, c'est que récemment, je suis tombé sur un discours prononcé ensemble il y a environ 3 ans, je crois, par Christine Lagarde et Janet Yellen, qui disaient aux PDG de ces entreprises « Le commerce ne se fera qu'avec un cercle restreint d'amis qui partagent nos valeurs. » Le friendshoring. Friendshoring. Exactement. La dernière idée stupide d'un Occident stupide et reclus. Mais dans un monde de 8 milliards de personnes, où vous ne représentez que 14% de la population mondiale, comment pouvez-vous croire, même d'un point de vue commercial, sans parler ici de valeurs, d'humanité, de démocratie, de justice sociale, comment pouvez-vous penser que ces 14% sont tellement autosuffisants qu'ils n'ont pas besoin de s'approvisionner en matières premières auprès des 86% restants, qu'ils n'ont pas besoin des marchés des 86% restants? À quel point peut-on être étroit d'esprit et manquer de vision pour ne pas voir à quel point la perspective que vous proposez est limitée? Et c'est là qu'une idéologie très pauvre vient s'immiscer dans le bon sens des affaires. Parce que ça n'a même aucun sens commercial de parler ainsi. Vous savez, laissez les 14% commercer uniquement avec les 14%. C'est parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont encore cette mentalité coloniale de penser au fond que le monde leur appartient. Au final, ils y vont, ils prennent ce qu'ils veulent. Et vous savez, cela a fonctionné pendant très longtemps. Et c'est aussi, selon moi, l'une des raisons pour lesquelles l'Iran est si prudent avec sa politique de multi-alignement. Parce qu'il se souvient qu'en 1942, ce sont les Britanniques et les Soviétiques qui l'ont envahi conjointement parce qu'ils ne voulaient pas qu'il entretienne des relations commerciales avec les Allemands, n'est-ce pas? Mais cette mentalité persiste, et il existe un risque que les États-Unis et l'Europe se préparent désormais à avoir la capacité d'intervenir à nouveau par la force militaire, n'est-ce pas? Si la relation commerciale évolue d'une manière qui ne leur convient pas, ils pourraient intervenir et imposer de nouveaux faits sur le terrain. C'est le risque que, selon moi, nous courons actuellement. Oui, et ce qui est inquiétant aujourd'hui, c'est que, si l'on regarde les 500 dernières années, lorsque de telles périodes se sont produites, il y avait un empire en déclin et une autre puissance en ascension. Généralement, malheureusement, cet affrontement, ce conflit, ne se résout pas pacifiquement. Il se règle par des guerres. Mais pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les parties en conflit disposent de la puissance nucléaire pour se détruire mutuellement, ainsi que le reste de l'humanité. C'est ce qui est vraiment nouveau dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui est également préoccupant, c'est que les nouvelles armes qui sont en cours de développement et qui ont déjà été développées et utilisées, aussi bien en Ukraine, en Israël, en Iran et ailleurs, les armes hypersoniques ont aussi relevé le seuil des armes que l'on peut utiliser, qui sont extrêmement destructrices sans pour autant recourir au nucléaire. Donc d'un côté, c'est en quelque sorte une bénédiction, mais en même temps, les armes de destruction se sont tellement multipliées à un moment où le monde a tant besoin, il y a tant de défis mondiaux à relever, comme le réchauffement climatique et la pauvreté. Tu sais, c'est ridicule. C'est absolument ridicule que nous, je veux dire l'humanité, mais je pense surtout aux Européens,
piégions le monde encore et encore dans le même genre de carnage, puis que nous rejetions la faute sur tout le monde, sauf nous. Mais Évariste, il faut qu'on poursuive cette discussion une autre fois, peut-être aussi en abordant un peu plus l'aspect économique, car je trouve fascinant de réfléchir à ce que nous pouvons faire pour sortir de cette situation. Pour les thugs souhaitent te suivre, où doivent-elles aller? People who want to follow you, where should they go? Eh bien, comme je l'ai dit la dernière fois, je suis encore un peu à l'ancienne. Donc j'ai un site internet que les gens peuvent visiter, où je mets en ligne beaucoup d'articles que je lis et les discours que je donne ici et là. I will put Et je mettrai les liens pour every site dans la description de cette vidéo. video. Every Merci, Pascal. Merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Tous mes vœux de réussite.